Salut Booktube! Derrière ce titre un petit peu clickbait, je dois l'avouer, je voulais revenir un petit peu sur la collectionnite ou la collection de livres, le fait d'avoir la plus grande bibliothèque, la plus belle bibliothèque, le rapport que je pouvais avoir avec la collection de livres et ce rapport qui a un petit peu évolué au fil des années parce que j'ai pas du tout le même rapport actuellement à mes livres que je pouvais l'avoir même il y a 5-6 ans en arrière, et donc je voulais partager un petit peu mon évolution, les raisons de cette évolution aussi, ce que je peux comprendre dans la collection de livres, dans la non-collection de livres aussi pour certains ou certaines. J'espère faire une vidéo assez nuancée, assez argumentée. De toute façon, sachez que peu importe la façon dont vous consommez les livres, il n'y a pas de mauvaise façon forcément de consommer les livres, il faut juste que celle-ci soit en accord avec vos valeurs, avec ce que vous croyez par rapport à la consommation en général, par rapport à l'industrie du livre. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les cas, et de toute façon vous le verrez très vite, je ne suis absolument pas parfaite, donc je ne vois pas pourquoi je jetterais la pierre à qui que ce soit parce que je suis également passée par là. Je sais qu'on est beaucoup à avoir cette question actuellement, j'ai déjà vu plusieurs vidéos passer sur YouTube notamment, une très bonne vidéo que je vous encourage à aller voir par Les Pépites de Gladys que j'avais trouvé très intéressante. Actuellement il y a beaucoup de questions par rapport à l'achat de livres, à la collection des livres, notamment par la maison d'édition de Saxus qui, de façon un peu ironique, se retrouve piégée à son propre jeu puisque initialement elle avait été très bien mise en avant sur le marché francophone, vous le savez sûrement, par la réalisation de hardback et notamment de hardback collector, puisque c'est vrai que ce sont des objets livres qui sont très beaux, qui se calquent un petit peu sur le modèle américain, puisque les Américains ont énormément de livres en hardback de base. Ils ont les deux, en fait, ils ont les hardback et ce qu'ils appellent les paperbacks, donc les brochés, et pour toutes les éditions de livres, ils ont les deux à des prix qui restent relativement raisonnables. À l'époque, maintenant c'est peut-être un petit peu plus cher, mais un hardback il y a 4-5 ans c'était le prix d'un grand format chez nous. Le paperback était un petit peu entre le poche et le grand format. C'est un peu plus cher qu'un poche, mais vraiment c'était pas incroyablement cher. Donc ils avaient des prix vraiment inférieurs aux nôtres. Ce qui peut se comprendre parce que pour beaucoup de livres il y a du coût de traduction également. Donc c'est pas déconnant. Mais pour revenir au sujet, c'est la maison de Saxus qui donc avait démocratisé le relié en France. Ça a été repris après par d'autres maisons d'édition, mais la maison de Saxus se retrouve un petit peu piégée à son propre jeu puisque elle sort très souvent les collectors à 25-30 € parfois, avec des éditions qui sont pas forcément optimales, des erreurs de traduction, des erreurs de mise en page, etc. Donc des consommateurs qui ont un peu l'impression de se faire avoir en achetant ces livres. Je tiens à préciser que je n'ai jamais acheté de Saxus puisque la majorité des livres qui traduisent sont des livres de fantasy YA ou adultes mais assez accessibles, donc je les lis en anglais. Donc je n'ai jamais acheté un de Saxus. Je ne peux pas me prononcer sur la qualité ou non de cette maison d'édition. Je vous rapporte juste certains oui-dire que j'ai pu voir passer sur internet et les retours que j'ai pu avoir de certaines personnes directement. Et la chose qui a fait aussi énormément polémique, c'est par exemple avec l'Empire du Vampire de J. Christophe où ils ont sorti une édition extra collector pour les gens qui pouvaient aller voir l'auteur en dédicace. Et donc on a l'impression d'une surenchère avec toujours les plus rares, les plus recherchés, ce qu'on peut avoir dans énormément de fandoms, énormément de milieux, notamment les milieux du manga, du jeu vidéo, etc. Il y en a dans beaucoup de choses, des éditions collector, des choses comme ça. Il y a aussi la question des deuxièmes tirages d'éditions collector, alors que les éditions collector c'est censé être des éditions limitées, mais elles sont de nouveau tirées, donc c'est un petit peu contre-productif. Et donc on paye plus cher pour quelque chose qui est censé être collector, qui au final sera assez mainstream et pourra être acheté par n'importe qui. Donc voilà, ça pose énormément de questions. Au moment où la maison d'édition a commencé à se faire connaître, comme je l'ai dit, moi je m'en moquais un petit peu puisque je lisais les livres en anglais. Ça n'a jamais été une question qui est venue à mes oreilles, on va dire. Et mon rapport avec les livres avait déjà évolué. Mais du coup je trouve ça assez rigolo de voir que beaucoup de gens ont finalement la question qui va se poser actuellement, alors que c'est une question que je me suis également posée il y a quelques années et mon rapport aux livres, comme je l'ai dit, a pas mal changé actuellement. Je
Je vais vous partager dans un premier temps ma vision personnelle, mon expérience personnelle avec la collection de livres et après j'essaierai d'analyser un petit peu les pourquoi, les comment et ce que j'interprète comme le phénomène actuel et les raisons qui je pense peuvent expliquer pourquoi il y a autant de choses autour de la collection de livres et des bibliothèques. Et donc on va aller là-dedans tout de suite et je vais commencer par mon rapport personnel et l'évolution de mon rapport à la collection de livres. J'ai toujours beaucoup aimé les livres, évidemment, depuis que je suis toute petite je lis énormément, mais avant j'allais pas mal en librairie, je relisais pas mal les mêmes livres, donc il n'y avait pas trop ce problème de l'augmentation incroyable de mon nombre de livres. Finalement en plus c'était quand même contrôlé par mes parents parce que c'est eux qui m'achetaient les livres, donc voilà, il y avait quand même ce contrôle extérieur. Puis je suis arrivée aux études supérieures et à ce moment-là j'avais beaucoup moins le contrôle évidemment de mes parents et c'est également le moment où je me suis mis à Booktube et notamment au Booktube anglophone. Et avec la découverte de Booktube, on découvre également les magnifiques bibliothèques que plusieurs personnes peuvent avoir. Énormément de très belles bibliothèques qui peuvent être mises en avant. Ça c'est aussi avec les bookshelf tours, etc. Et donc évidemment j'avais envie de faire la même chose, d'avoir les mêmes bibliothèques. Il y a également un biais qui fait que les bibliothèques sont magnifiques en anglais puisque les livres sont, contrairement à nous, à peu près tous de la même taille. Il y a un format un peu plus standard, on va dire. Il y en a qui divergent un petit peu, notamment en paperback, mais en hardback il y a 2 ou 3 tailles différentes et en fait du coup on peut mettre toutes les éditions qui vont être au même niveau et ça c'est hyper satisfaisant. Et donc en même temps il y a eu aussi la découverte des hardbacks et de ma lecture personnelle en anglais, donc ça c'était au début de la fac. Et également j'avais la chance pour le coup d'avoir des parents qui me soutenaient financièrement et donc j'avais de l'argent, pas énormément mais j'avais de l'argent pour me permettre d'acheter des livres même en étant étudiante. Je l'avoue, je consommais énormément sur Amazon puisque c'est le moyen le plus facile pour acheter des livres en anglais. Et j'achetais évidemment, vous l'avez compris, quasiment tout en hardback. Si vous avez vu également ma bibliothèque, vous voyez que j'ai énormément de hardback, donc c'est de cette époque-là. Et je dois avouer que j'aime tellement les hardbacks en bibliothèque, encore à l'heure actuelle. Et donc j'avais aussi cette envie de collectionner, d'avoir le plus de livres possible, d'avoir le plus de bibliothèques possible. J'avais acheté des bibliothèques dans le but de les remplir aussi. Il y avait vraiment ce côté consommation, ce côté consumériste. Et petit à petit je me suis retrouvée plus happée dans les études, j'ai eu moins le temps de regarder Booktube, etc. J'ai eu quelques pannes de lecture aussi qui se sont immiscées par-ci par-là. Et après il y a aussi eu une prise de conscience de ma part sur le plan écologique, sur le plan du capitalisme, sur le plan de la consommation et donc ça a été un changement radical de l'ensemble de ma consommation, pas que au niveau des livres. Et ça c'était vraiment une démarche personnelle et je pense que les livres c'est finalement ce qui est venu en dernier puisque c'est quelque chose que j'aimais énormément consommer et donc forcément les choses qu'on aime énormément sont aussi les choses qui sont les plus difficiles à changer. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps peut-être à changer ma consommation de livres. Au fil du temps c'est passé également par l'achat de la liseuse qui me permettait d'avoir des choses dématérialisées pour plusieurs raisons, parce que même si je voulais consommer moins, je lisais quand même énormément donc j'avais besoin de me procurer des livres. J'avais pas forcément accès à une bibliothèque qui me permettait d'avoir des livres en anglais facilement. Idem pour la commande de livres en anglais puisque c'était assez compliqué sans passer par Amazon. Si vous essayez de lire un peu en anglais, vous savez exactement de quoi je parle parce que c'est pas toujours évident selon les livres. Donc je continue à passer par Amazon et avec l'achat de la liseuse, j'ai pu m'émanciper de ça puisque maintenant je les achète en e-book, c'est beaucoup plus facile à trouver. Et vous le savez, je continue à acheter mes livres francophones en physique et notamment en salon puisque je trouve que c'est quand même important d'une certaine manière, non pas d'être consumériste, mais plus pour faire vivre l'édition française également et les auteurs et les autrices français ou françaises. Et donc c'est un petit peu un juste milieu à trouver entre les deux, mais de toute façon je ne veux plus faire de collection et donc quand je n'aime pas particulièrement un livre, je vais le revendre. J'ai d'ailleurs mon Vinted qui est disponible en description. J'ai vraiment cette vision qui est passée de ce désir d'avoir la plus belle, la plus grande bibliothèque en mode bibliothèque de La Belle et la Bête à une vision plus je garde les livres que j'aime et je garde les livres que je veux garder.
J'ai arrêté beaucoup de choses qui font référence aussi à la collection, notamment acheter plusieurs éditions d'un même livre qu'on a adoré. Mon but finalement c'est vraiment d'épurer ma bibliothèque autant que possible, sachant que évidemment j'ai quand même 10-15 ans de lecture qui se retrouvent dans ma bibliothèque, donc évidemment en lisant une centaine de livres par an, ça prend énormément de place, puisque avec 10-15 ans de lecture, j'ai encore des livres dans ma bibliothèque actuelle que j'avais adoré au collège. Donc vous voyez, c'est que j'ai gardé vraiment tous les livres que j'avais adorés. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de livres et finalement j'en garde pas tant que ça et je ne dépense pas tant que ça en livres. La prochaine étape pour moi ce sera d'aller voir en bibliothèque, puisque j'habite dans une grande ville et je me dis que peut-être qu'il y aurait moyen qu'il y ait certains livres en anglais dans des bibliothèques et pour les livres francophones également, quitte pour le coup à les acheter en physique après si je les ai vraiment beaucoup aimés. Encore une fois, pas forcément dans le souhait de relire quelque chose, mais dans le souhait de soutenir l'auteurice et la maison d'édition et l'édition francophone. Et en fait pour moi la principale explication de cet appel à la collection, c'est vraiment l'influence aussi des réseaux sociaux et notamment de Booktube, BookTok et Bookstagram, puisque c'est là où les personnes vont mettre en avant et vont montrer leur bibliothèque. Et évidemment c'est magnifique, c'est très souvent très beau, j'adore regarder les bibliothèques d'autres personnes. Mais ça peut nous donner aussi un sentiment d'infériorité, à se dire ma bibliothèque elle est moins jolie que telle personne, ma bibliothèque elle est moins colorée, oh moi je n'ai jamais fait rangement de bibliothèque arc-en-ciel, au passage j'en ai fait plusieurs. Moi j'ai très peu de livres par rapport à cette personne, oh là là c'est tellement beau, c'est tellement bien arrangé. On se pose tous la question parce que quand c'est parfait, c'est nickel, c'est net, comment on rajoute des livres? C'est toujours la question que je me pose, le grand mystère de la vie pour moi, c'est que oui, une bibliothèque est très belle quand elle est pleine, mais après on peut pas rajouter de livres. Toujours le problème. Et je sais que pour beaucoup de personnes, le fait de voir ces magnifiques bibliothèques, c'est aussi un sentiment d'infériorité, une envie qui va se créer et une frustration de ne pas avoir la même chose chez soi et de ne pas pouvoir faire pareil à son échelle, et du coup il y a cette envie de voir sa bibliothèque grandir, de devenir la même chose, de vouloir la décorer, la mettre en valeur, etc. Et encore une fois, il n'y a aucun problème à ça, mais je pense que certaines personnes qui n'auraient pas forcément eu l'envie de faire ça, à voir augmenter cette envie, cette frustration en regardant les vidéos de Booktube, BookTok et Bookstagram. BookTok est beaucoup dans la consommation, notamment le BookTok anglophone, et donc forcément ça amène des jeunes personnes à vouloir aussi consommer beaucoup de livres. La deuxième raison qui est en lien avec les réseaux sociaux, c'est évidemment nous donner l'envie de lire plus de livres. Les booktubeurs, booktubeuses, booktokers, booktokeuses, des instagrammeurs, tout ce que vous voulez autour de la sphère du livre sur internet, et ben ils vont nous donner envie de lire plus de livres et de découvrir de nouvelles choses, et donc forcément on a envie d'acheter plus et on a envie d'acheter le dernier coup de cœur de un tel, la dernière super lecture de une telle, et finalement on achète beaucoup plus. Du coup forcément on a une pile à lire qui grandit, on a certes notre bibliothèque qui grandit, mais beaucoup plus de livres qu'on n'a pas lus et qui finalement restent dans notre pile à lire quelques années plus tard, qu'on perd l'envie de lire parce que ce n'est plus du tout ce qu'on souhaite, ce n'est plus du tout ce qu'on recherche, et en plus plus personne n'en parle, donc on a même presque oublié de quoi ça parlait, et il reste dans notre bibliothèque ad vitam aeternam jusqu'à ce que plus personne ne se pose la question de pourquoi ils sont là et est-ce qu'on en a vraiment besoin dans notre bibliothèque et est-ce qu'on avait vraiment besoin de les acheter à la base. J'ai un peu de mal personnellement avec le no-buy complet, puisque je trouve que c'est un peu frustrant. Un blocage complet des achats, ça peut entraîner des rebonds. Je sais que Plop en a parlé pas mal, puisque elle c'est un peu ce qu'elle fait, parce que quand elle se force à ne pas acheter ou elle s'interdit d'acheter, finalement elle a un phénomène inverse qui fait qu'elle achète énormément quand elle a de nouveau le droit. Et donc créer une frustration énorme n'est pas forcément la meilleure solution. Mais moi ce que je trouve qu'il y a un bon compromis entre les deux, c'est de se dire je lis tant de livres et j'en achète maximum le même nombre. Par exemple je lis 5 livres dans le mois d'après j'ai le droit d'en acheter 5 maximum.
Comme ça, au pire, la pile à lire reste du même nombre et au mieux, elle diminue si on en a acheté moins. L'autre chose évidemment, c'est de contrôler avec les sorties que vous voulez énormément lire. Pareil, moi, quelque chose que je me force à faire actuellement, c'est de prendre les livres que je vais lire dans les 2 à 3 mois. Je sais que Snodza aussi le fait cette année, où quand elle achète un livre, elle doit le lire, je sais plus si c'est dans les quelques mois après l'achat. Et moi je fais pareil, cette année j'essaye de lire beaucoup plus de nouveautés et quand j'achète les nouveautés, puisque c'est des livres que je ne pouvais pas acheter avant évidemment, et que c'est un petit peu l'actualité livresque aussi, donc je considère que c'est aussi important, et je dédie une partie de mon mois de lecture à ces nouveautés et à la découverte de ces nouveautés. Donc en fait tous les mois je dois lire 1 à 2 nouveautés qui sortent et que j'ai envie de découvrir. Et sinon, tout simplement, je ne les achète pas. Si je sais très bien que je ne les lirai pas à ce moment-là, je ne les achète pas. Mais ça me permet d'avoir quelque chose qui est plus flexible, qui est moins strict qu'un no-buy complet et qui permet de réguler un petit peu et la pile à lire et mes envies. Un des autres moyens, c'est de faire une liste de souhaits et des envies qu'on a. Moi, j'ai ça sur Booknote par exemple ou sur Goodreads également. Et régulièrement, je repasse dans toute la liste et en fait, les livres soit dont je ne me souviens plus, ou je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle, je ne sais même plus pourquoi je les ai mis là, soit les livres où je me souviens, mais finalement je me dis que c'est peut-être pas pour moi, j'ai perdu l'intérêt, et ben je les enlève. Et ça permet tous les quelques mois en fait d'enlever pas mal de livres et d'écrémer un petit peu les choses qu'on a vraiment envie de découvrir. Et ça permet aussi d'acheter moins finalement. Évidemment, quand on commence à vouloir avoir des événements un peu plus sociaux par rapport aux livres, il y a le problème des salons qui est un problème totalement différent et qui est un problème à mon sens beaucoup plus difficile à réguler puisque les salons c'est vraiment l'ensemble des livres, les auteurs, les autrices qu'on aime, qu'on veut découvrir, qu'on veut rencontrer, qui sont très sympathiques et ça m'est arrivé plus d'une fois en salon de ne pas du tout vouloir lire un livre ou acheter un livre et d'entendre l'auteur ou l'autrice en parler ou quelqu'un en parler en table ronde et finalement d'aller acheter sur un coup de tête. Les salons s'y prêtent énormément parce qu'on se dit oui mais je pourrais pas revenir dans 2 semaines pour l'acheter si j'ai encore envie. Non, l'auteur, l'autrice est là et ils peuvent faire dédicacer, ils peuvent faire parler de leur livre. Et donc c'est plus compliqué je trouve quand on commence à faire des salons de se réguler. C'est pour ça que moi personnellement, et encore une fois ça n'engage que moi, pour les livres francophones j'achète très peu encore une fois en librairie et j'achète finalement énormément en salon. Je pense qu'un salon comme Montreuil ou les Imaginales je dois acheter 300 et quelques euros de livres en un week-end, c'est vraiment considérable. Mais je sais que c'est des sous que j'ai mis de côté et que j'ai réservé pour ce salon et que entre les salons finalement j'achète pas tant que ça à part les nouveautés ou les choses que je dois lire par exemple pour les Explora livres. Et évidemment je pense que le dernier facteur c'est aussi le côté plus général de la société dans laquelle on vit puisque c'est une société de consommation capitaliste au possible et du coup forcément on est poussé à la consommation par beaucoup de choses et qu'il y a toute la publicité des maisons d'édition etc qui ne font que leur travail, je ne leur jette pas la pierre. C'est évidemment leur but parce que ça reste des entreprises qui ont besoin de faire de l'argent donc c'est normal. Mais ça participe aussi à cette consommation à outrance qu'on a mais pour toutes les sphères de la vie. Mais je sais qu'on est beaucoup à évoluer par rapport à ça, que ce soit dans un souci financier évidemment parce que les livres sont très chers et de plus en plus chers, ça reste un budget indéniable. Que ce soit dans un souci de place puisque beaucoup d'entre nous ont des bibliothèques qui commencent à être archi pleines et commencent à être contraints physiquement et matériellement à diminuer leur nombre de livres, que ce soit par des soucis éthiques ou de valeurs puisque quand même avec la prise de conscience écologique, anticapitaliste, etc. on a quand même de moins en moins envie de consommer à outrance et je pense que c'est une très bonne chose. Et aussi par les abus de certaines maisons d'édition comme de Saxius par exemple dont j'ai parlé au début. Tout ça, ça participe aussi à un changement des habitudes de consommation et je trouve que c'est important de présenter ce genre de choses sur Booktube où on peut avoir, comme je l'ai dit, une avalanche en fait de très jolies bibliothèques, de centaines et de centaines de livres à un même endroit chez un ou une booktubeur ou booktubeuse qu'on aime beaucoup. C'est aussi pour ça que je choisis moi personnellement de ne pas mettre en avant mes livres sur mes vidéos, mes bibliothèques sur mes vidéos. C'est le cas quand on fait les lives etc parce que je suis dans le bureau et que c'est plus simple.
mais là donc je n'ai pas de livre derrière moi, c'est un autre type de consommation, ce sont des figurines, etc. Mais voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous, j'espère que vous avez participé à mes réflexions avec moi. N'hésitez pas à me dire quel est votre rapport aux livres et quel est votre rapport personnel avec l'achat de livres en général. Vraiment, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, dites-le moi également. Si ce genre de discussion vous intéresse, j'essaye de faire quand même des discussions de réflexion autour des livres, autour de l'industrie du livre, de la littérature de façon régulière, donc abonnez-vous. J'espère encore une fois que ça vous a intéressé. Il faut voir où on en est et être réaliste avec soi-même et ne pas se voiler la face, c'est le plus important. Et sur ces bonnes paroles, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.